La vibration de mon téléphone portable contre l'îlot de cuisine en granit trancha avec le léger bourdonnement du réfrigérateur. L'horloge numérique du micro-ondes affichait exactement 7 heures du matin. Quand votre téléphone sonne à cette heure-là et que l'écran affiche le numéro du siège du Crédit Méridien, vous ne laissez pas le répondeur prendre l'appel. J'ai glissé mon pouce sur l'écran. C'est Solène. Solène, c'est David Lenormand, le directeur de l'agence du centre-ville. Sa voix était dépourvue des amabilités bancaires habituelles que nous échangions lors des révisions de mon portefeuille. Elle semblait tendue, filtrée par une couche de panique institutionnelle. Je sais qu'il est tôt, mais j'ai besoin que vous me confirmiez que vous êtes dans un endroit sûr. J'ai besoin que vous vous asseyiez. Je ne me suis pas assise. J'ai tendu le bras et éteint le moulin à café. Je suis debout, David, dis-je d'une voix parfaitement calme. Dites-moi ce qu'il y a sur votre écran. J'entendis le clic lourd d'une souris mécanique à travers l'écouteur. Notre division antifraude automatisée a déclenché un verrouillage strict de votre profil à 3 heures ce matin, dit-il en parlant vite. Solène, il y a exactement 85 000 € de dette de carte de crédit enregistrée sous votre numéro d'identité. Le compte a été ouvert il y a 22 jours, a bénéficié d'une procédure accélérée pour obtenir une carte haut de gamme, et a vu son plafond totalement atteint ce week-end via une série d'achats de luxe et de virements à des fournisseurs. La lumière matinale qui filtrait par la fenêtre de ma cuisine me parut soudain trop vive. Je n'ai pas lâché le téléphone. Je ne lui ai pas demandé comment l'univers pouvait permettre qu'une telle chose se produise. J'ai contourné le choc émotionnel pour passer directement à la logistique. Mes dossiers de solvabilité auprès de la Banque de France sont verrouillés depuis 4 ans, ai-je déclaré sèchement. Je n'ai pas soumis de demande de prêt depuis l'achat de ma maison. Je sais, répondit David, baissant la voix jusqu'à presque murmurer. C'est pourquoi je vous appelle directement au lieu de laisser cela partir au service des fraudes. La demande a contourné le blocage des requêtes car le demandeur a soumis une dérogation de vérification interne basée sur votre historique irréprochable chez nous. Et Solène, les personnes qui utilisent cette carte se tiennent dans mon hall d'accueil en ce moment même, exigeant que je lève le verrouillage de sécurité afin qu'ils puissent faire passer un tout dernier virement. Mes doigts se crispèrent sur le bord du plan de travail en granit. Qui est dans votre hall, exactement? Un homme et 2 femmes. Ils sont en possession de cartes d'utilisateurs autorisées liées à votre profil principal. Ils se sont identifiés comme étant vos parents et votre jeune sœur. Ils menacent actuellement mes guichetiers d'une plainte auprès de la direction si je ne débloque pas les fonds pour le dépôt de garantie d'un bail commercial. Ils n'avaient pas volé une entreprise sans visage. Ils m'avaient volé, moi. Ne levez pas le gel, dis-je. Ne leur indiquez pas que vous m'avez parlé. Je pars de chez moi maintenant. Je n'ai pas appelé mes parents pour hurler. Je n'ai pas envoyé de SMS à ma sœur pour exiger une explication. Le bruit et l'hystérie sont ce sur quoi les coupables s'appuient pour brouiller les pistes. Moi, je m'appuie sur la paperasse. Je suis allé directement vers le coffre-fort de mon bureau, j'en ai extrait mon vrai passeport français, ma carte vitale originale et mon permis de conduire, et je les ai glissés dans une pochette en plastique rigide pour documents. Le trajet jusqu'au centre-ville m'a pris 18 minutes. J'ai gardé les 2 mains sur le volant, regardant le trafic gris du matin défiler à travers le pare-brise. La panique est un luxe réservé aux personnes qui ont des filets de sécurité. Je n'avais qu'une piste documentaire. Quand je me suis garé sur le parking du Crédit Méridien, j'ai instantanément repéré leur véhicule. La lourde berline de luxe de mon père et le SUV de ma sœur occupaient les places visiteurs de choix, au plus près de l'entrée vitrée. J'ai franchi les lourdes doubles portes au moment même où le vigile armé déverrouillait les grilles des guichets principaux. Les sols en marbre poli amplifièrent le bruit de mes talons, mais mes yeux se figèrent immédiatement sur la salle d'attente à l'extérieur du bureau du directeur d'agence. Ils étaient là. Ma mère, Béatrice, était assise sur un canapé en cuir, lisant nonchalamment un magazine financier comme si elle attendait un soin au spa. Mon père, Richard, faisait les 100 pas devant la porte en verre dépoli de David et regardait sa lourde montre en argent avec une expression d'irritation professionnelle feinte. Et ma jeune sœur, Chloé, se tenait près de la machine à café. Elle était enveloppée dans un manteau en laine de Vigonne sur mesure, immaculé, qui avait encore le tombé rigide d'un article à peine sorti de sa boîte. Un sac à main de créateur structuré trônait sur la table en marbre à côté d'elle, brillant sous les néons. Elle portait ma capacité de crédit sur elle. Béatrice me vit la première. Elle ne tressaillit pas.
Son visage prit instantanément le masque d'une patience maternelle lasse. L'expression exacte qu'elle utilisait chaque fois qu'elle avait besoin qu'un public croie que j'étais le problème. Elle se leva avec élégance, lissant l'avant de son chemisier en soie. Solène, chérie, soupira Béatrice, parlant assez fort pour que les deux guichetiers qui organisaient leur caisse puissent l'entendre clairement. Tu sais, il n'y a absolument aucune raison que tu sois là pour faire un scandale. David n'aurait pas dû te déranger ce matin. L'entreprise de décoration d'intérieur de Chloé a rencontré un petit problème de trésorerie et les créanciers commerciaux étaient complètement déraisonnables. Elle mérite de l'aide, contrairement à toi. Tu as déjà une carrière couronnée de succès et une belle maison. Je me suis arrêté de marcher. Je n'ai pas élevé la voix pour m'aligner sur son jeu d'actrice. J'ai regardé le manteau à 4250 € sur les épaules de ma sœur, puis je suis revenu à ma mère. L'audace pure et étouffante de son ton flottait dans l'air stérile du hall. Elle venait d'avouer un délit pénal majeur avec le ton d'une femme qui explique pourquoi elle a emprunté un appareil électroménager. Richard ne se tint même pas droit. Il s'appuya contre la paroi de verre et poussa un soupir d'épuisement. N'en faisons pas un drame juridique, Solène. Nous avons obtenu un prêt-relais en utilisant ton profil. Nous paierons les mensualités minimum jusqu'à ce que l'entreprise de Chloé fasse des bénéfices. Tu te débrouilleras d'ici là. Tu y arrives toujours. Maintenant, entre là-dedans et autorise le déblocage qu'on puisse continuer notre journée. Chloé leva finalement les yeux de son téléphone, levant les yeux au ciel comme si ma présence était un inconvénient. Franchement, ton utilisation de crédit était pratiquement nulle. Ce n'est pas comme si tu t'en servais. Je ne sais pas pourquoi tu te montres aussi territorial. Ils croyaient vraiment que partager un lien de sang leur accordait l'immunité face au code pénal. Ils croyaient que la banque n'était qu'un autre salon où ils pouvaient manipuler le récit jusqu'à ce que je capitule simplement pour avoir la paix. La porte en verre dépoli s'ouvrit. David Lenormand se tenait sur le seuil, son costume sur mesure immaculé, son expression strictement procédurale. Il regarda mes parents, puis planta son regard dans le mien. « Solène, dit David. Je vous en prie, entrez. » Je suis passé devant mon père sans dire un seul mot et je suis entré dans le bureau. Alors que je me dirigeais vers la chaise en face de son lourd bureau en chêne, Béatrice tenta de se glisser par l'embrasure de la porte derrière moi, ses talons claquant agressivement sur le carrelage. « Je dois participer à cette réunion, » annonça Béatrice, posant une main manucurée à plat contre le cadre de la porte. « C'est moi qui gère cette transaction, et ma fille est manifestement confuse quant à notre arrangement familial. » David ne s'y a pas. Il posa sa propre main contre le bord vitré. « Madame, vous n'êtes pas la titulaire principale du compte. Si vous franchissez ce seuil, je ferai appel au vigile armé pour vous expulser des lieux. » Béatrice resta bouche bée. Pour la première fois de la matinée, le masque d'arrogance tomba. Elle recula d'un pas et David referma la lourde porte, la verrouillant d'un clic net et définitif. Le silence à l'intérieur du bureau était absolu. David contourna son bureau. Oh, il ne présenta pas d'excuses ni de platitude de service client. Il tapa sur sa barre d'espace, sortant ses deux écrans de veille. « J'ai le fichier de la demande numérique originale ouvert juste ici, » dit David, la voix baissant jusqu'à un murmure grave et sérieux. Elle a été soumise en ligne il y a exactement 22 jours. Parce que l'historique de vos comptes professionnels chez Crédit Méridien est irréprochable, le système a utilisé un code de dérogation généré par une correspondance de profil reconnue. J'ai dézippé ma pochette en plastique rigide et j'ai posé mon passeport et mon permis de conduire à plat sur le bois verni. Je veux voir exactement comment ils ont contourné l'authentification à double facteur, ai-je dit. David inclina légèrement son écran de droite vers moi, et l'écran afficha une grille grise et dense de champs de demande, d'horodatage d'adresse IP et de données de contact. Lorsque notre service des fraudes a signalé le virement commercial hier soir, ils ont tenté d'appeler la titulaire principale du compte pour vérifier la transaction, expliqua David. Mais ils ne vous ont pas jointe. J'ai regardé l'écran. Le nom en haut de la demande était le mien. Le numéro d'identité était le mien. La date de naissance était la mienne, mais pas les coordonnées. David fit défiler l'écran vers le bas jusqu'à la section du contact principal. Il ne pointa rien du doigt. Il laissa simplement les données brutes parler d'elles-mêmes. Il tourna l'écran vers moi et demanda. « Pourquoi le numéro de téléphone de votre mère figure-t-il comme étant le vôtre ?» J'ai fixé les 10 chiffres qui brillaient sur le moniteur. Ce n'était pas une faute de frappe.
C'était l'architecture d'un piège. Ils n'avaient pas seulement emprunté mon nom, ils avaient redirigé tous les codes de sécurité de la banque directement dans la poche de ma mère, s'assurant que mon téléphone ne sonnerait jamais pendant le processus d'approbation. Parce que, dis-je calmement, elle avait besoin d'intercepter les SMS d'approbation. La mâchoire de David se crispa. Il cliqua sur un deuxième onglet intitulé « Vérification d'identité ». Si elle a modifié le numéro de contact pendant le processus de demande pour contourner le gel, murmura David en tapant rapidement, l'algorithme du système aurait exigé une vérification visuelle secondaire. Une pièce d'identité officielle avec photo pour prouver que vous aviez autorisé la modification des données. Il appuya sur Entrée. Une image numérisée en haute résolution se chargea au centre de son écran. David la fixa pendant 3 longues secondes. La posture rigide du directeur de banque chevronné se volatilisa alors qu'il prenait conscience de la profondeur exacte de la fraude, ou plutôt de ce que ma famille avait exactement soumis à une institution bancaire assurée par l'État. Il regarda l'image téléchargée, puis baissa les yeux vers le vrai permis de conduire légitime que je venais de poser sur son bureau. Il tourna l'écran d'1 centimètre de plus vers moi, exposant le document numérisé. « Solène » murmura-t-il. Regardez l'adresse et la signature sur cette pièce d'identité téléchargée. Je me suis penché en avant. Le visage sur l'écran était le mien, tiré d'une vieille photographie, mais l'adresse indiquée n'était pas celle de mon domicile. C'était l'adresse exacte du cabinet d'architecture de mon père. Et la signature en bas n'était pas une contrefaçon minutieuse de mon écriture. C'est la signature de ma mère, dis-je, la voix complètement neutre. Elle n'avait même pas essayé de s'entraîner à imiter mon nom. Béatrice était tellement isolée par sa propre arrogance, tellement convaincue que les systèmes numériques de ce monde n'existaient que pour faciliter son confort, qu'elle avait tout simplement signé de son propre nom sur une fausse carte d'identité de l'État portant ma photo. David Lenormand s'adossa à sa lourde chaise en chêne. L'attitude accommodante et polie d'un directeur d'agence s'évapora instantanément. Il était désormais un professionnel de la banque face à une violation massive de la conformité exécutée au sein de son institution. Cela fait passer la situation d'une simple utilisation non autorisée en famille à un vol d'identité synthétique et à une fraude financière grave, murmura David, les yeux toujours rivés sur la numérisation en haute résolution. Parce que votre historique de données chez Crédit Méridien est irréprochable, l'algorithme a fait confiance à la demande initiale, mais l'anomalie de l'adresse a déclenché un protocole de vérification secondaire. C'est pourquoi ils ont dû télécharger la pièce d'identité et le numéro de téléphone, ai-je affirmé, gardant les mains parfaitement immobiles sur le bord du bureau. Une fois que le système a accepté la fausse pièce d'identité, il a permis au demandeur de mettre à jour le numéro de contact principal pour qu'il redirigeait vers le portable de Béatrice, expliqua David. Ses doigts volèrent sur le clavier, ouvrant le journal d'audit du système central. Elle a intercepté les codes SMS d'authentification à double facteur. Elle a autorisé la nouvelle carte haut de gamme et a approuvé l'expédition express directement au bureau du cabinet d'architecture de votre père. Vous avez été complètement exclu de la boucle dès le premier jour. Je n'ai pas demandé comment ma propre famille avait pu me trahir. Je n'ai pas pleuré. J'ai ouvert la pochette en plastique rigide que j'avais apportée de mon coffre-fort, j'en ai sorti un carnet relié en cuir, et j'ai fait cliquer mon stylo. La documentation est la seule armure qui compte face à des personnes qui réécrivent l'histoire pour se faire passer pour des victimes. Montrez-moi le registre, David, dis-je froidement. Je veux voir exactement comment ils ont réussi à atteindre un plafond de 85 000 € en 22 jours. Il cliqua sur un onglet intitulé L'historique des transactions. Une liste en cascade de dépenses apparut sur son second écran, affichée dans une police rouge brutale et sans complaisance. J'ai lu les lignes avec une froide précision, 11 900 € dans un showroom de décoration d'intérieur, 7 650 € chez un détaillant d'électronique de luxe, 5 100 € dans un spa haut de gamme. J'ai pensé à Chloé, debout dans le hall, emmitouflée dans son manteau immaculé en laine de Vigogne, avec un sac à main de créateur structuré posé sur la table en marbre à côté d'elle. Et il n'avait pas volé mon identité pour survivre à une urgence médicale ou à une expulsion soudaine. Il l'avait volé pour financer un délire de grandeur. Mais la toute dernière ligne, brillant en jaune vif tout en haut de l'écran, était la raison pour laquelle ils étaient assis dans le hall à 7 heures du matin. Statut, bloqué en attente d'examen des fraudes. Montant, 38 250 €. Type, virement bancaire. Où allait ce virement, David ? Ai-je demandé, mon stylo en lévitation au-dessus du papier de mon carnet. Il cliqua sur les détails d'acheminement.
Un nouveau panneau s'ouvrit, affichant l'institution bénéficiaire et le nom du compte récepteur. La destination est un compte de dépôt commercial chez Fidélité Littoral, Lu David, son ton devenant clinique. Le nom du bénéficiaire est Chloé Vanguard Intérieur SARL. L'entreprise de décoration d'intérieur flambant neuve et inexistante de ma sœur, et celle dont ma mère affirmait haut et fort qu'elle avait rencontré un petit problème de trésorerie. Chloé n'avait pas seulement acheté un manteau de luxe. Elle finançait toute sa start-up avec ma capacité de crédit, acheminant l'argent directement par l'adresse de mon père. Elles ont englouti 46 750 € en achats de détail et en acompte à des fournisseurs, expliqua David en pointant l'écran. Et tard hier soir, elles ont tenté de virer les 38 250 € restants directement à la SARL de Chloé pour sécuriser un bail commercial. Comme le montant du virement était massif et que la destination n'avait absolument aucune association préalable avec votre historique financier, notre algorithme a complètement gelé le compte. Ils n'avaient pas conduit jusqu'ici à l'aube pour s'excuser ou expliquer une erreur, ils étaient venus pour intimider le directeur de l'agence afin qu'il contourne le blocage de sécurité. De sorte qu'il puisse finir de voler le reste de mon plafond avant que le service des fraudes ne puisse joindre mon véritable numéro de téléphone. David, dis-je calmement, imprimez le registre des transactions. Imprimez les métadonnées de la demande montrant l'adresse IP utilisée pour soumettre le dossier. Imprimez la numérisation en haute résolution de la fausse pièce d'identité. Il marqua une pause d'une fraction de seconde. Solène, le fait de fournir le dossier complet d'audit interne des fraudes directement à un client officialise la plainte. La banque sera légalement tenue de lancer immédiatement une enquête interne et nous devrons signaler la fausse pièce d'identité aux autorités pénales. Il n'y a pas de retour en arrière possible une fois que j'aurai lancé l'impression. Je ne vous demande pas de faire marche arrière, ai-je répondu en le regardant droit dans les yeux. Je suis victime d'une usurpation d'identité. Imprimez les journaux. David acquiesça une fois. La lourde imprimante laser industrielle dans le coin de son bureau s'éveilla dans un bourdonnement. Le son du papier net glissant dans le bac de sortie était le son d'un piège qui se refermait. Il rassembla les documents, les agrafa dans le coin supérieur gauche et fit glisser une épaisse enveloppe Kraft sur son bureau en chaîne. Les cartes supplémentaires qu'ils ont dans le hall sont définitivement désactivées, déclara officiellement David. Le virement de 38 250 € est annulé. Le compte est verrouillé sous le statut de fraude active. J'ai placé l'enveloppe dans mon sac. Je vais m'occuper du hall d'accueil. Je me suis levé, ajustant mon blazer sur mesure. Je ne suis pas sorti en trombe. J'ai ouvert la lourde porte en verre de son bureau d'un mouvement fluide et contrôlé et je suis retourné dans la lumière crue et fluorescente de la salle d'attente. Béatrice s'est immédiatement levée du canapé en cuir, lissant son chemisier en soie avec un sourire triomphant et condescendant. Richard regarda sa lourde montre en argent et croisa les bras, prêt à savourer la victoire. Chloé leva enfin les yeux de son téléphone, l'air profondément ennuyé. Enfin, soupira bruyamment Béatrice, s'assurant que les deux guichetiers derrière le comptoir puissent entendre chacun de ses mots. Je suppose que David a levé le blocage. Chloé a rendez-vous avec l'agent immobilier dans 1 heure, Solène. Nous n'avons pas de temps à perdre avec tes caprices. Richard s'avança, projetant l'autorité impatiente d'un homme qui pensait que les règles de la société se pliaient à sa convenance. Signe l'autorisation de déblocage, Solène. Nous préparons un échéancier de remboursement ce week-end. Tu fais honte à la famille pour un simple prêt relais. Chloé serra son sac à main de prix contre son manteau en laine. Oh, franchement, ce n'est que du crédit. Tu as plein de liquidités. Tu te comportes comme si on t'avait volé un rein. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je ne leur ai pas demandé comment ils avaient pu me trahir. J'ai regardé ma sœur droit dans les yeux, ma voix portant clairement à travers le marbre silencieux et poli du hall de la banque. Il n'y a pas de pré-relais, dis-je. Mon ton était neutre et lourd comme une porte de chambre forte. Le compte est définitivement gelé. Le virement de 38 250 € vers ta SARL a été annulé. Les 46 750 € de frais de commerce de détail sont en train d'être signalés comme fraude financière grave. Le sourire exercé de Béatrice vola en éclats instantanément. Ses yeux s'écarquillèrent et un fragment acéré et déchiqueté de panique authentique fissura enfin sa façade arrogante. Tu ne peux pas faire ça, siffla Béatrice en s'approchant, baissant le volume de sa voix jusqu'à un murmure frénétique et agressif. Tu vas ruiner le lancement de l'entreprise de ta sœur. Nous avons signé le bail commercial. Si ce virement ne passe pas aujourd'hui,
Chloé sera en rupture de contrat. Je n'ai pas autorisé la demande, Béatrice, répondis-je, refusant délibérément de l'appeler maman. Je ne t'ai pas autorisé à télécharger une fausse carte d'identité avec mon visage et l'adresse du cabinet d'architecture de Richard. Je ne t'ai pas donné la permission de virer des fonds à la SARL de Chloé. Le visage de Richard s'assombrit, virant au rouge cramoisi. Il entra directement dans mon espace personnel, tentant d'utiliser sa carrure pour m'intimider, une tactique totalement inutile face à une piste de documents. Écoute-moi très attentivement, Solène, prévint Richard, sa voix n'étant plus qu'un grondement sourd et dangereux. Tu vas retourner dans ce bureau et arranger ça. Tu ne vas pas détruire cette famille pour de la paperasse. Ce n'est pas de la paperasse, répliquai-je froidement. C'est un délit pénal. J'ai ouvert ma pochette juste assez pour en extraire la première feuille de papier que David avait imprimée. Je l'ai levée, la gardant parfaitement plate et visible dans la lumière stérile. Ce sont les métadonnées de la demande, dis-je, énumérant les faits comme si je lisais une liste de courses. Cela prouve que la fausse pièce d'identité a été téléchargée à partir d'une adresse IP enregistrée au nom de ton cabinet d'architecture, et les détails de routage prouvent que le virement n'était pas destiné à un propriétaire commercial. Il allait directement sur le compte personnel de Chloé. La couleur quitta le visage de Richard si vite qu'il eut l'air physiquement malade. Il regarda le journal d'audit imprimé comme s'il s'agissait d'un explosif amorcé. Béatrice cessa de respirer. Elle agrippa le bras de Richard, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans sa veste de costume. Chloé fit un pas soudain et involontaire en arrière, le manteau de Vigonne semblant tout à coup lourd sur ses épaules. « Papa » murmura Chloé, la voix tremblante. « De quoi est-ce qu'elle parle ? Tu avais dit que tu avais sa permission. » Richard ne recula pas. Au lieu de cela, il plissa les yeux et la panique dans sa posture fut remplacée par une certitude froide et calculatrice. Il avait compris que le directeur de la banque ne céderait pas et que la carte de crédit était grillée. Il pivota donc vers son plan de secours. Il glissa la main à l'intérieur de sa veste sur mesure et en sortit un document plié, imprimé sur un épais papier juridique. « Tu crois que tu peux nous arrêter comme ça » dit Richard, baissant la voix pour que je sois la seule à l'entendre. « Nous avions prévu que tu te montrerais peu coopérative, Solène. Tu as un emploi d'entreprise très exigeant. Tu as été tellement stressé ces derniers temps. » Il déplia le document et le leva juste assez pour que je puisse lire le titre en gras tout en haut. Procuration générale durable. Nous n'avons pas seulement ouvert une carte de crédit, murmura Richard, un sourire cruel effleurant les commissures de ses lèvres. Tu as signé ceci le mois dernier, m'accordant les pleins pouvoirs financiers pour gérer tes actifs en cas d'incapacité, et nous avons un sceau de notaire pour le prouver. Je ne sciais pas. Mon esprit accéléra simplement. Ils n'avaient pas seulement volé une ligne de crédit. Ils avaient fabriqué un mécanisme juridique pour détourner toute mon existence financière. J'ai regardé le document. J'ai immédiatement reconnu le tampon du notaire. Et puis, mon téléphone vibra pour me signaler une alerte automatique de mon principal cabinet de courtage en investissement. La vibration contre ma paume fut une impulsion unique et soutenue. Je n'ai pas rompu le contact visuel avec mon père pendant que j'inclinais l'écran de mon téléphone vers le haut, juste assez pour lire la bannière de notification d'un blanc éclatant sur le fond sombre. Alerte de sécurité. Horizon gestion privée. Demande urgente reçue pour la liquidation de 212 500 € du portefeuille d'investissement principal. En attente de vérification du document de procuration. Le sourire cruel et confiant de Richard s'élargit d'une fraction de centimètre. Il avait parfaitement chronométré son assaut. Tandis que ma mère et ma sœur créaient une diversion bruyante au Crédit Méridien pour 38 250 € sur une carte de crédit frauduleuse, mon père avait faxé sa procuration légale falsifiée directement à ma société de courtage pour drainer plus de 200 000 € des économies de toute ma vie. Il pensait que c'était un échec et mat brillant. Il pensait que le poids brut et intimidant d'un document notarié m'écraserait et me plongerait dans une soumission paniquée. Il s'attendait à ce que je cède sur les fonds de la banque juste pour sauver mes investissements principaux. Béatrice reconnut instantanément que Richard avait abattu sa carte maîtresse et elle changea de tactique sans transition. Elle passa de l'arrogance pleine de certitude au rôle de matriarche profondément inquiète et éprouvée, face à un enfant instable. Elle regarda par-dessus mon épaule vers les deux guichetiers derrière le comptoir en plexiglas, les yeux embués de larmes théâtrales préfabriquées. « Je suis sincèrement désolé que vous ayez à assister à cela » dit Béatrice au personnel,
sa voix tremblante d'une pitié parfaitement simulée. Solène traverse une immense détresse psychiatrique dans son entreprise. Nous avons dû intervenir et assumer la tutelle légale de ses finances pour sa propre protection. Elle est tout simplement perdue et s'en prend à nous. Nous essayons juste de lui obtenir les soins médicaux dont elle a désespérément besoin. C'était une stratégie de manipulation d'une efficacité terrifiante. Si je lui hurlais dessus, si je pleurais, si j'essayais d'arracher physiquement le lourd document juridique de ses mains pour le déchirer, je validerais instantanément sa version des faits. J'aurais exactement l'air de la fille instable et déséquilibrée faisant un scandale en public dans le hall d'une banque, et il ressemblerait exactement au tuteur responsable et épuisé essayant de me protéger contre moi-même. Alors, je ne leur ai pas donné de spectacle. Je leur ai donné de la procédure. Puis-je examiner le document, Richard ? Ai-je demandé, d'une voix polie, égale, et entièrement dénuée de la moindre émotion. Richard hésita. Il était profondément méfiant face à mon calme, mais son ego monumental finit par l'emporter, et il voulait que je lise les termes exacts de ma propre défaite écrits noir sur blanc. Il garda une poigne de fer, les jointures blanches, sur le coin supérieur du lourd papier juridique et me le tendit pour que je l'examine sous la dure lumière des néons. Je n'ai pas essayé de m'en emparer. J'ai juste laissé mes yeux parcourir le texte dense et standardisé. C'était une procuration générale classique, accordant légalement à Richard une autorité absolue et étendue sur mon patrimoine immobilier, mes comptes bancaires et mes portefeuilles d'investissement. Mais je ne lisais pas les clauses de responsabilité financière. Je cherchais le bloc de signature tout en bas de la deuxième page. Il y avait là ma signature contrefaite. À côté figurait la date de signature, le 14 octobre. Et juste en dessous, le sceau en relief à l'encre bleue du notaire qui avait juré sous peine de parjure que je m'étais physiquement tenu devant lui pour céder mon autonomie financière. Evelyne Vasseur, commission expirant en 2029, République française. Evelyne Vasseur, ai-je lu à voix haute, m'assurant que ma voix porte de manière claire et percutante à travers le hall de marbre silencieux. La responsable des contrats de ton cabinet d'architecture, Richard. C'est le sceau officiel de l'état de ta propre employée. Evelyne est une notaire pleinement habilitée et assermentée. Richard rétorqua, croisant les bras, instantanément sur la défensive, mais s'efforçant de paraître fondamentalement indifférent. Elle a officiellement authentifié ta signature. Le document est parfaitement légal, Solène. Maintenant, dis à David de lever le blocage de sécurité sur le virement professionnel de Chloé, ou je faxe cette procuration directement au service des ressources humaines de ton entreprise pour les informer officiellement de ta soudaine dépression nerveuse. Un document juridique n'est valable que si le mandant le signe réellement en présence physique du notaire, ai-je répondu en ouvrant la pochette en plastique rigide que j'avais apportée de mon coffre-fort. Et comme je n'ai pas mis les pieds dans ton cabinet d'architecture depuis plus de 2 ans, Evelyne vient de commettre un faux en écriture publique pour t'aider à perpétrer un crime financier. Chloé laissa échapper un souffle sec et paniqué, serrant fermement son sac à main de créateur structuré contre son manteau hors de prix en laine de Vigogne. Papa, siffla-t-elle, ses yeux dardant frénétiquement entre nous. Qu'est-ce qu'elle fait ? Je vérifie la date exacte. Evelyne a apposé son cachet sur ce faux, dis-je en pointant directement la ligne sous le sceau bleu sans toucher le papier. Le 14 octobre, il y a exactement 3 semaines. Béatrice leva les yeux au ciel, s'appuyant lourdement contre la porte en verre dépoli du bureau du directeur. Oui, Solène. Le 14 octobre. Le jour où tu es finalement venu au bureau en pleurant pour accepter de laisser ton père t'aider à gérer ton portefeuille écrasant et stressant. Où veux-tu en venir exactement ? Je ne lui ai pas répondu directement. J'ai plongé la main au fond de ma pochette en plastique rigide, ignorant totalement mes relevés bancaires, et j'en ai sorti mon véritable passeport français Bordeaux. Je l'ai ouvert sur les pages centrales, je l'ai posé complètement à plat sur la petite table en marbre de la salle d'attente et j'ai tapoté l'encre brillante et indéniable d'un tampon des douanes internationales, juste à côté de leur faux document légal. Où je veux en venir, Béatrice, dis-je en la regardant droit dans les yeux, c'est que le 14 octobre, je me trouvais physiquement à New York pour un sommet mondial sur la chaîne d'approvisionnement. J'ai quitté le pays le 12 et je suis rentré le 18. Voici le tampon d'entrée de l'aéroport JFK. Voici le tampon de sortie. Et sous ce passeport, il y a le manifeste de vol de l'entreprise. Le silence qui tomba sur le hall du Crédit Méridien fut absolu, dense et étouffant. Les guichetiers cessèrent complètement de taper, leurs mains lévitant, figées au-dessus de leur clavier.
Le vigile armé près de l'entrée cessa de se balancer sur ses pieds. Richard baissa les yeux vers l'encre du passeport. La couleur quitta son visage en une vague rapide et très visible. Le patriarche arrogant et bulldozer s'évanouit dans les airs. Remplacé instantanément par un homme réalisant qu'il venait d'ancrer un délit pénal majeur à un mardi que j'avais passé à plus de 6000 km de là, sur un autre continent. La bouche de Béatrice s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Son masque maternel condescendant se dissipa complètement, ne laissant qu'une terreur brute et sans filtre. Elle regarda l'encre du passeport, puis le faux document toujours dans la main de Richard, son esprit essayant frénétiquement de construire un nouveau mensonge assez rapidement pour combler la brèche impossible dans son récit. « Tu ne pouvais pas être à New York », balbutia Chloé, sa voix soudainement aiguë, chevrotante et dénuée de tout privilège. « Tu as dit à maman que tu travaillais de chez toi toute cette semaine. » J'ai dit à Béatrice que j'étais indisponible, corrigeai-je froidement, mes yeux ne quittant jamais le visage livide de Richard. Parce que je savais qu'elle me demanderait de l'argent pour financer ta fausse entreprise. Je ne lui ai pas dit où je me trouvais physiquement. Un notaire qui certifie officiellement la signature d'une personne dont les contrôles aux frontières de l'État prouvent qu'elle se trouvait sur un autre continent, ce n'est pas une simple erreur administrative, Richard, déclarai-je clairement, ma voix résonnant fort. C'est une association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude. Cela entraîne de lourdes peines de prison et révoque immédiatement et définitivement l'habilitation de l'employé qui l'a tamponné. Je ne leur ai pas laissé un seul instant pour se regrouper ou élaborer une stratégie. J'ai sorti mon téléphone portable de ma poche, ouvert mon application de mail cryptée et rédigé un nouveau message. J'ai tapé l'adresse directe de la chambre départementale des notaires, division des fraudes. J'ai mis mon avocat personnel en copie, ainsi que le service des fraudes institutionnelles de mon compte de courtage chez Horizon. « Qu'est-ce que tu fais ?» exigea Richard, sa voix tombant dans une panique désespérée et cupide alors qu'il réalisait qu'il avait perdu le contrôle absolu de la pièce. « J'exécute une frappe chirurgicale, répondis-je calmement, mes pouces volant sur le clavier numérique sans perdre le rythme. Je joins une photographie en haute résolution de ton faux document et les métadonnées de la demande imprimée par David, montrant la trace de l'adresse IP menant directement à ton bureau. Je signale officiellement Evelyne Vasseur pour faux en écriture publique et je vous dénonce pour tentative de vol de biens. » J'ai appuyé sur envoyer. La poitrine de Richard se souleva. « Tu as dénoncé Evelyne, elle va perdre sa charge. Elle sera inculpée. » « Oui, approuvé-je calmement, glissant le téléphone dans ma poche. Et quand les enquêteurs verront son registre notarial physique, ils découvriront que ma signature est totalement absente de l'entrée du 14 octobre, car je n'étais pas là. Et quand Evelyne réalisera qu'elle fait face à des accusations criminelles de fraude et à de la prison ferme, elle ne va pas protéger ton cabinet d'architecture. Elle dira aux enquêteurs exactement qui lui a ordonné d'apposer ce tampon sur un document falsifié. » Richard ouvrit la bouche pour parler, mais la lourde porte en verre dépoli du bureau du directeur s'ouvrit d'un coup sec derrière nous. David Lenormand sortit dans le hall. Il ne s'était pas contenté de se cacher derrière son bureau. Il avait observé tout l'échange à travers la vitre, écoutant Richard admettre verbalement son intention de m'extorquer avec ses documents, devant témoins. « David » balbutia Richard, tentant frénétiquement de replier la fausse procuration dans sa veste de costume sur mesure. « Il s'agit d'une affaire familiale privée. Nous quittons les lieux immédiatement. »« Vous ne partirez pas avec ce document » répondit David, d'un ton glacial, autoritaire et inflexible, s'avançant sans heurts sur le chemin de Richard pour bloquer la sortie. « C'est désormais une preuve matérielle dans le cadre d'une enquête active pour fraude bancaire. Remettez-le-moi immédiatement, ou je donnerai l'ordre à mon vigile armé de verrouiller les portes extérieures et j'appellerai la police. » Béatrice haleta, portant sa main manucurée à sa poitrine. Chloé se recroquevilla contre la machine à café, ses yeux se posant frénétiquement sur les portes de sortie vitrées. Richard se figea. S'il remettait le document, la banque enregistrerait officiellement la falsification comme preuve. S'il refusait, il ressemblerait exactement à un criminel tentant de détruire des preuves devant témoins. Il fourra le lourd papier juridique dans les mains tendues de David, la mâchoire si serrée qu'un muscle tressaillit visiblement sur sa joue. David ne regarda même pas le papier. Il tenait le combiné de son téléphone de bureau dans son autre main. Il croisa mon regard, puis regarda directement mon père. « Solène, » dit David, sa voix résonnant dans le hall silencieux. « Votre société de courtage vient d'appeler sur la ligne directe de mon agence.
Ils ont reçu votre email et la preuve photographique de votre absence physique lors de la certification notariale. Béatrice laissa échapper un son qui tenait à la fois du sanglot et du halètement, réalisant que l'étau se resserrait de la part de multiples institutions simultanément. David abaissa le téléphone. Il ne se contente pas de verrouiller votre portefeuille d'investissement, Solène, annonça-t-il, les yeux fermement fixés sur Richard. L'équipe de conformité d'Horizon vient de déclencher une alerte de fraude interinstitutionnelle majeure, et ils envoient la police financière dans cette agence en ce moment même. Les mots police financière restèrent suspendus dans l'air climatisé et stérile du hall du Crédit Méridien, comme un poids physique. Le bourdonnement poli et ambiant du bâtiment sembla s'arrêter complètement. Les deux guichetiers derrière le plexiglas renforcé abaissèrent lentement leurs mains de leur clavier, échangeant un regard silencieux, les yeux écarquillés, avant de reculer doucement de leur caisse. Le vigile armé en poste près de l'entrée ne dégaina pas son arme, mais il modifia subtilement sa posture, se déplaçant pour se tenir bien droit au centre exact de la double porte de sortie en verre. Le visage de Richard subit une transformation catastrophique et irréversible. L'architecte calculateur qui venait de tenter d'extorquer plus de 200 000 € à sa propre fille s'évapora complètement alors qu'il regardait les lourdes portes en verre, puis le garde armé, et enfin David Lenormand. « David, vous devez les rappeler » balbutia Richard, la voix brisée, entièrement dépouillée de son autorité retentissante habituelle en salle de réunion. Vous devez appeler Horizon tout de suite et leur dire qu'il s'agit d'un énorme malentendu. Dites-leur que la titulaire principale du compte est présente et que la procuration légale a été soumise par erreur. Je ne travaille pas pour votre société de courtage, Richard, répondit David, sa voix formant une ligne plate et intransigeante de protocole institutionnel. Et je ne peux pas annuler l'intervention des forces de l'ordre pour un délit commis au sein de mon agence. J'ai déjà enfermé la fausse procuration dans mon bureau, et le dossier de demande numérique contenant la fausse carte d'identité est sécurisé dans notre file d'attente des fraudes. Le déroulement des événements n'est plus de mon ressort. Béatrice poussa un hoquet aigu et saccadé. Son personnage méticuleusement construit de mère patiente et souffrante vola en un million d'éclats irréparables. Elle trébucha en arrière, ses talons de créateur s'accrochant maladroitement sur le sol en marbre poli jusqu'à ce qu'elle heurte lourdement le canapé en cuir de la salle d'attente. « Richard, fais quelque chose !» siffla Béatrice, sa voix vibrant d'une panique brute et sans filtre. Elle lui agrippa le bras, ses ongles manucurés s'enfonçant férocement dans le tissu coûteux de son costume sur mesure. « Dis-lui de supprimer le fichier de demande. Nous n'avons pas vraiment touché au virement. L'argent est toujours à la banque. C'est une erreur sans victime. » Une erreur sans victime ? Répétai-je, ma voix tranchant à travers son hystérie naissante avec une précision chirurgicale. Tu as intercepté 46 750 € de ma capacité de crédit pour financer des achats de luxe. Tu as fabriqué une carte d'identité gouvernementale avec mon visage dessus. Tu as comploté avec ton employé pour commettre un faux en écriture publique et tu as tenté de liquider mon portefeuille d'investissement principal. Le fait que le système vous ait attrapé ne signifie pas que vous êtes innocent, Béatrice. Cela signifie simplement que vous êtes mathématiquement incompétent. Chloé tremblait physiquement. Le manteau immaculé en laine de Vigogne Camel parut soudain absurdement lourd sur ses épaules étroites. Un costume de luxe qu'elle avait volé mais qu'elle n'avait pas les moyens de porter. Elle regarda le sac à main de créateur structuré posé sur la table en marbre, puis me regarda, les yeux écarquillés par la soudaine et terrifiante réalisation de sa propre implication. « Solène » murmura Chloé, d'une voix chevrotante, faible, et dépourvue de son arrogance habituelle. « Solène, s'il te plaît. Je n'ai signé aucune des demandes. Je voulais juste lancer mon entreprise. Maman et papa m'ont dit qu'ils avaient un arrangement privé avec toi. Ils ont dit que tu étais un associé dormant dans la SARL. Je ne savais pas qu'ils avaient imité ta signature. Tu savais que je n'étais pas un associé dormant, répondis-je froidement en croisant les bras. Tu le savais parce que je t'ai explicitement dit à Noël que je ne financerais pas une entreprise de décoration d'intérieur pour quelqu'un qui n'a jamais équilibré une simple feuille de calcul. Tu n'as pas posé de questions parce que tu voulais le manteau, le sac et le bail commercial plus que tu ne voulais la vérité. Richard dégagea violemment son bras de la poigne frénétique de Béatrice. Sa poitrine se soulevait, sa lourde montre en argent accrochant la lumière crue des néons tandis que ses mains se mettaient à trembler de manière incontrôlable. Il regarda à nouveau vers la sortie, ses yeux filant frénétiquement alors qu'il calculait ses chances de fuite qui s'amenuisaient. « Nous partons » annonça Richard,
sa voix montant d'une octave par pur désespoir. Il attrapa Béatrice par le coude et fit un geste frénétique en direction de Chloé. « Prends ton sac, Chloé. Nous sortons de ce bâtiment tout de suite. Ils n'ont pas le droit de nous retenir ici sans un mandat officiel. » Richard fit 2 pas rapides et agressifs vers les portes de sortie en verre. Il n'eut pas l'occasion d'en faire un troisième. Le vigile armé leva une main épaisse et gantée, se plaçant parfaitement au centre du passage, bloquant les capteurs électroniques pour que les portes ne s'ouvrent pas. « Monsieur, je vais devoir vous demander de rester exactement où vous êtes, » déclara le garde, sa voix totalement dépourvue de la moindre chaleur de service client. Le directeur de l'agence a déclenché un protocole de confinement strict en attendant l'arrivée des forces de l'ordre. « Écartez-vous de mon chemin, » cracha Richard, essayant désespérément de projeter la domination d'un riche dirigeant habitué à commander le personnel de service. « Vous êtes un agent de sécurité privée. Vous n'avez pas l'autorité légale pour me retenir. J'ai l'autorité explicite de sécuriser le périmètre d'une institution financière assurée par l'État lors d'un événement de fraude actif et vérifié, » répondit le garde, sa main reposant nonchalamment mais délibérément près de son ceinturon. « Si vous tentez de forcer le passage de cette porte, je serai obligé de vous maîtriser jusqu'à l'arrivée des autorités. » Richard s'arrêta net. La réalité de la barrière physique finit par le briser. Il n'était pas dans une salle de conférence où il pouvait dicter ses conditions. Il était dans une cage de sa propre fabrication, entouré d'une piste de documents irréfutables. Il se retourna pour me faire face, le visage luisant d'une sueur froide et pâle. « Solène, » supplia-t-il, baissant le volume de sa voix, essayant de l'imprégner d'une chaleur paternelle désespérée qui me donna la chair de poule. « Solène, s'il te plaît. Si la police passe ses portes, mon cabinet d'architecture est complètement fini. Mes licences professionnelles seront définitivement révoquées. Béatrice et moi pourrions aller en prison. Tu es notre fille. Tu ne peux pas les laisser nous faire ça. Je ne s'y ai pas. Je n'adoucis pas ma posture. J'ai regardé l'homme qui venait d'essayer de réduire à néant toute mon existence financière tout en me regardant dans les yeux. Je ne les laisse rien te faire, Richard, dis-je, mon ton aussi plat et inflexible que le marbre sous nos pieds. J'ai simplement fourni mon numéro de contact exact et mon passeport physique. Tu as fait tout le reste. » Béatrice enfouit son visage dans ses mains, laissant échapper un fort sanglot théâtral qui résonna contre les hauts plafonds. Mais il n'y avait plus de public à manipuler. Les guichetiers la regardaient avec un dégoût silencieux et non dissimulé. David Lenormand se tenait près de la porte de son bureau, les bras croisés, l'expression taillée dans la pierre. « Solène, s'il te plaît, » supplia Chloé, des larmes coulant enfin sur son mascara, réalisant que sa proximité avec la scène de crime allait l'entraîner dans leur chute. « Dis-leur que c'était un énorme malentendu. Dis-leur que nous avions ta permission verbale. »« Non, » dis-je sèchement. À travers les lourdes vitres du hall du Crédit Méridien, les gyrophares rouges et bleus se reflétèrent silencieusement sur le trafic gris du matin, encore trop sombre. Des véhicules banalisés entrèrent brusquement sur le parking, bloquant agressivement la luxueuse berline de Richard et le SUV de Chloé. 4 individus sortirent des véhicules, 2 policiers en uniforme et 2 inspecteurs en civil portant des gilets tactiques ornés de l'insigne de la brigade financière. L'inspecteur principal marcha d'un pas déterminé vers l'entrée, levant un insigne officiel contre la vitre renforcée et plantant son regard directement dans celui du garde de sécurité. Le garde acquiesça, reculant pour désactiver manuellement la sécurité électronique. Au moment où la lourde porte en verre s'ouvrit, le bruit ambiant de la ville se déversa dans le hall silencieux. L'inspecteur principal entra, son regard perçant balayant la pièce. Il contourna complètement ma famille tremblante, se dirigeant droit vers David et moi, ses yeux se posant sur le passeport Bordeaux ouvert, reposant sur la table de marbre. L'inspecteur principal ne demanda pas au guichetier qui causait du tapage sur la voie publique. Il s'arrêta devant la petite table en marbre, ses yeux passant de mon passeport ouvert à l'épaisse enveloppe Kraft et à la fausse procuration entre les mains de David Lenormand. L'instinct de survie de Richard se déclencha immédiatement. Il abandonna sa posture désespérée et acculée pour se précipiter vers l'inspecteur, adoptant instantanément le ton suave et persuasif d'un riche patriarche inquiet tentant de gérer une erreur de service. « Inspecteur, Dieu merci, vous êtes là » dit Richard, les mains levées dans un geste de diplomatie étudiée, forçant un sourire crispé et anxieux. Il s'agit d'un terrible malentendu familial qui a dégénéré. Ma fille Solène souffre de graves troubles psychiatriques.
Nous avons simplement obtenu une ligne de crédit temporaire et une procuration légale pour nous assurer que ces actifs sont protégés pendant qu'elle suit un traitement en établissement. Elle est paranoïaque et s'en prend à sa mère et à moi. L'inspecteur ne serra pas la main tendue de Richard. Il ne le regarda même pas. Il s'adressa directement au directeur de l'agence. « Je suis l'inspecteur Rousseau, de la brigade financière, déclara-t-il, sa voix grave et rocailleuse exigeant une soumission totale et immédiate dans la pièce. Nous avons reçu une escalade de priorité automatisée de la part d'Horizon Gestion Privée, corroborée par un signalement de fraude numérique directe émis depuis cette agence précise. Je suis David Lenormand, directeur de l'agence, répondit David, sa voix résonnant d'une froide autorité institutionnelle. L'homme qui vient de vous parler a présenté une fausse procuration pour tenter de contourner un verrouillage strict pour fraude. L'enveloppe dans ma main contient les métadonnées numériques prouvant que sa femme a téléchargé une fausse carte d'identité de l'État pour ouvrir une ligne de crédit de 85 000 € sous le numéro d'identité de la victime. L'adresse IP utilisée pour la demande remonte directement à son cabinet d'architecture. De plus, il vient d'utiliser cette fausse procuration légale pour tenter de liquider 212 500 € d'actifs chez Horizon. La bouche de Richard s'ouvrit, mais les mots lisses et diplomatiques moururent dans sa gorge. Une pâleur grisâtre et maladive recouvrit son visage. Je me suis avancé. Je n'ai pas élevé la voix pour rivaliser avec les mensonges de mon père. J'ai simplement tapoté mon passeport Bordeaux ouvert. Bonjour, je m'appelle Solène, dis-je calmement. La procuration que tient mon père affirme que je l'ai signée dans son cabinet d'architecture le 14 octobre, certifiée officiellement par le sceau notarié de son employé. Les tampons d'entrée et de sortie dans ce passeport physique prouvent que je me trouvais à New York du 12 au 18 pour un sommet d'entreprise. L'inspecteur Rousseau baissa les yeux vers l'encre sombre du passeport. Il regarda le sceau de notaire bleu en relief sur le lourd papier juridique. Il n'avait pas besoin de confession en larmes ou d'un effondrement dramatique. Il était face à une impossibilité mathématique et géographique. Il reporta son attention sur Richard. « Monsieur, dit l'inspecteur, son ton dénué de toute sympathie. Un conflit familial, c'est une dispute pendant un repas de fête. Un faux notarié utilisé pour tenter de liquider 250 000 € à travers des institutions financières est un délit pénal majeur. » Béatrice laissa échapper un halètement perçant et court. La matriarche condescendante, qui m'avait dit que je ne méritais absolument rien, se dissipa complètement dans une terreur absolue. « Nous n'avons rien pris en réalité. » hurla-t-elle en pointant un doigt tremblant et manucuré vers moi, les larmes ruinant son maquillage coûteux. Le virement massif n'est même pas passé. Personne n'a perdu d'argent réel. Vous ne pouvez pas nous arrêter pour avoir essayé de sécuriser un bail commercial pour aider notre propre fille. Madame, répondit Rousseau, décrochant calmement une lourde paire de menottes en acier de sa ceinture tactique. Vous avez réussi à escroquer une institution bancaire de 46 750 € en frais de commerce de détail de luxe, en utilisant une fausse pièce d'identité gouvernementale portant votre signature. Le fait que la banque ait intercepté votre deuxième tentative, plus importante, n'efface pas légalement la première. Un silence de mort tomba sur le hall alors que le métal froid des menottes s'enclenchait sèchement autour des poignets de Béatrice. Elle ne se débattit pas. Ses genoux cédèrent simplement et l'un des policiers en uniforme dut la maintenir physiquement debout par les coudes. Son chemisier en soie sur mesure se froissa instantanément, son masque parfait et arrogant complètement détruit devant le personnel de la banque qu'elle venait d'insulter. Richard fit un demi-pas en arrière, couvert d'une sueur froide. « Je suis un éminent architecte commercial », balbutia-t-il, regardant les agents comme s'ils avaient oublié leur place dans la société. « J'exige le droit immédiat d'appeler mon avocat d'affaires. » Vous aurez tout le temps d'appeler votre avocat depuis la cellule de garde à vue, déclara Rousseau, faisant un geste net au second agent pour qu'il l'arrête. Le cliquetis mécanique des menottes en acier, résonnant contre les hauts plafonds de marbre, fut le son le plus définitif que j'ai jamais entendu. Tandis qu'il passait les menottes à Richard, Chloé s'effondra finalement complètement. Elle se tenait figée près du fauteuil en cuir, serrant son sac à main de créateur immaculé contre son manteau de vigogne. « Maman, papa » murmura-t-elle, sa voix se brisant en un sanglot aigu et pathétique. « Et mon bail commercial ? Le propriétaire a besoin de la caution aujourd'hui. Toute mon entreprise de décoration d'intérieur. » J'ai regardé ma jeune sœur, observant sa tenue de luxe achetée entièrement avec ma capacité de crédit volée. « Ta SARL est morte, Chloé, dis-je. » Ma voix était parfaitement égale.
Le virement de 38 250 € est définitivement annulé, et le sac de créateur que tu tiens actuellement est désormais officiellement classé comme marchandise volée, achetée avec des fonds frauduleux. Je te suggère fortement de le remettre aux agents tout de suite, avant qu'ils ne t'inculpent formellement pour recel. Chloé me fixa, les yeux écarquillés par une terreur absolue. Avec des mains manucurées et tremblantes, elle laissa tomber le lourd et coûteux sac sur le sol de marbre, comme s'il était en feu. Elle ne fut pas arrêtée sur le champ, mais elle resta là, complètement seule dans le hall. Son faux empire commercial réduit à un simple manteau vide. J'ai regardé la police escorter activement mes parents à travers les lourdes portes en verre, jusque dans la lumière grise du matin. Je n'ai pas ressenti de soudaine poussée émotionnelle de joie triomphante, j'ai juste ressenti le soulagement calme et constant d'un système fermé fonctionnant exactement comme prévu. David se tourna vers moi. La ligne de crédit haut de gamme est officiellement dissociée de votre identité, confirma-t-il en retournant à son terminal. Les 46 750 € d'achat sont désormais classés comme perte pour fraude interne par le Crédit Méridien, que notre équipe juridique poursuivra agressivement et directement contre vos parents pour obtenir une restitution maximale. Vous ne devez absolument rien, Solène. L'équipe de conformité d'Horizon a également vérifié que votre portefeuille est solidement verrouillé par un protocole biométrique secondaire. Ils n'ont pas touché un seul centime de vos liquidités réelles. J'ai acquiescé une fois, j'ai rangé mon passeport et mes documents en toute sécurité dans ma pochette en plastique rigide, et je suis sorti de la banque. 3 semaines plus tard, la piste documentaire acheva leur ruine absolue. Alors que la chambre départementale des notaires révoquait définitivement la licence d'Evelyne Vasseur et qu'elle faisait face à de graves accusations de fraude criminelle passible de prison ferme, Evelyne retourna immédiatement sa veste. Elle fournit aux enquêteurs des emails internes horodatés prouvant que Richard lui avait explicitement ordonné de tamponner la fausse procuration sous la menace directe d'un licenciement, pendant que j'étais hors du pays. Le cabinet d'architecture de Richard fut frappé par un audit de conformité massif mené par plusieurs agences, et sa licence d'exercice fut suspendue pour une durée indéterminée dans l'attente d'un procès pénal. Lui et Béatrice furent formellement inculpés de plusieurs chefs d'accusation pour escroquerie, usurpation d'identité synthétique et association de malfaiteurs. Les frais d'avocats colossaux requis pour leur éviter la détention provisoire drainèrent complètement leurs économies personnelles et les forcèrent à hypothéquer leur maison. Le propriétaire commercial de Chloé annula son bail à l'instant même où l'enquête pour fraude fut rendue publique dans les journaux d'affaires locaux. Sans ma capacité financière pour soutenir son ego démesuré, elle fut forcée d'abandonner ses rêves de commerce de luxe, de liquider son SUV et d'accepter un emploi administratif de premier échelon à répondre au téléphone, juste pour payer ses propres frais de justice exorbitants. J'ai déposé une demande d'ordonnance d'éloignement permanente et blindée contre toute ma famille, et un juge l'a accordé sans hésitation après avoir lu le rapport de police officiel et le fichier de métadonnées numériques de la banque. Il pensait pouvoir utiliser le système bancaire pour m'effacer et détourner mon avenir financier, mais le système ne répond qu'à des preuves irréfutables. Et mes preuves étaient en béton armé. Si vos propres parents falsifiaient un document juridique pour voler les économies de toute votre vie et financer la fausse entreprise de vos frères et sœurs, auriez-vous porté plainte au pénal ou les auriez-vous laissés s'en tirer pour préserver la paix? Donnez-moi votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire de justice documentaire absolue, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. À la prochaine.